Lecture audio du conte Chaque chose à sa place de Hans Christian Andersen par Valérie Alain. Il y a plus de 100 ans. Derrière la forêt, au bord du grand lac, était un vieux château, entouré de douves profondes où poussaient des massettes, des joncs et des roseaux. Tout près du pont qui menait à la porte d'entrée, un vieux saule se penchait sur les roseaux. Du chemin creux parvint le bruit des cors et du trot des chevaux, et la petite gardeuse d'oies se hâta d'écarter les oies du pont, avant que le groupe de chasseurs arrivât au galop. Leur course était si rapide qu'elle dut sauter bien vite sur l'une des hautes pierres qui renforçaient le parapet afin de n'être pas renversée. Elle était encore fillette, mince et fluette, avec une charmante expression et deux bons yeux clairs. Mais le seigneur ne vit pas cela. Il allait à toute allure, et retournant son fouet dans sa main, pour faire une grosse plaisanterie, il frappa du pommeau la fille en pleine poitrine, et la fit tomber à la renverse. « Chaque chose à sa place !» cria-t-il. « Va-t'en dans la boue !» Et il rit. Ça lui paraissait très drôle, et les autres rirent aussi. Toute la compagnie criait et faisait du tapage. Les chiens de chasse aboyaient. On pouvait bien dire « Oiseau riche arrive en trombe !» Dieu sait s'il était encore si riche que ça. La pauvre gardeuse d'oies tendit les bras en tombant et attrapa une des branches pendantes du saule. Elle put se maintenir ainsi au-dessus de la vase, et aussitôt que la compagnie et les chiens eurent passé le portail, elle s'efforça de remonter, mais la branche se cassa au tronc de l'arbre, et la fille chut lourdement dans les roseaux. Mais à ce moment, elle fut saisie d'en haut par une main vigoureuse. C'était un bonnetier ambulant qui l'avait aperçue de loin, et accourait lui porter secours. « Chaque chose à sa place !» dit-il en répétant pour rire le mot du Seigneur. Et il la tira sur le sol, il mit la branche cassée à l'endroit où elle s'était brisée, mais à sa place, ça ne va pas toujours, et alors il planta la branche dans la terre meuble. « Pousse si tu peux, et taille-leur une bonne flûte, aux gens du château. » Il aurait volontiers passé le seigneur et les siens par les verges, et il entra au château, mais pas en haut, par la grande salle, il était trop petit personnage pour cela. Il entra dans l'office où les gens examinèrent sa marchandise et achetèrent. Et en haut, à la table du festin, on criait et vociférait. Il prétendait chanter, mais ne pouvait faire mieux. C'étaient des rires, des aboiements, ripailles et souleries. Le vin et la vieille bière écumaient dans les verres et les pots. Et les chiens familiers étaient aussi à table, et l'un d'eux recevait les baisers des damoiseaux, après qu'on lui eût essuyé le museau avec ses longues oreilles. Le bonnetier fut appelé là-haut avec sa marchandise, mais on voulait seulement s'amuser de lui. Le vin était bu, et la raison partit. On versa pour lui de la bière dans un bas, pour qu'il bût avec eux, mais vite. C'était tout à fait aimable, et si drôle. Tout le bétail, les paysans et les fermes furent risqués sur une carte, et perdus. « Chaque chose à sa place !» dit le bonnetier lorsqu'il fut sorti de Sodome et de Gomorrhe, comme il disait. « La grande route, c'est ma vraie place. Là-haut, je n'étais pas du tout à mon aise. » Et la petite gardeuse d'oies lui fit un signe de tête de la barrière du champ. Les jours et les semaines passaient, et il apparut que la branche cassée du saule, fichée en terre près de la douve par le bonnetier, se maintenait fraîche et verte, et même avait de nouvelles pousses. La petite gardeuse d'oies vit qu'elle avait dû prendre racine, et elle en fut enchantée. C'était son arbre, lui semblait-il. Oui, l'arbre allait bien, mais tout le reste allait fort mal au château. L'orgie et le jeu vont de pair. 6 ans n'étaient pas écoulés que le seigneur, portant besace et bâton, quitta en indigent le domaine, qui fut acheté par un riche bonnetier, celui précisément de qui l'on s'était moqué en lui offrant de la bière dans un bas. Ardeur au travail et probité, ça vous donne bon vent, et le bonnetier était donc propriétaire du château. Mais depuis ce moment, plus jamais on n'y joua aux cartes. C'est un vrai catéchisme, dit-il, et il provient de ce que, la première fois que le diable a vu la Bible, il a voulu la parodier, et il a inventé le jeu de cartes. Le nouveau châtelain prit femme. Et qui fut-elle? Ce fut la petite gardeuse d'oies, qui avait toujours été honnête, pieuse et bonne. Et dans ses nouveaux habits, elle fut aussi élégante et jolie que si elle fût née noble demoiselle.
Comment cela se fit-il? Ben, c'est une histoire trop longue pour notre époque affairée. Mais ce fut ainsi, et le plus important est venu ensuite. La vie était heureuse et bonne dans la vieille demeure. La mère s'occupait elle-même de l'intérieur et le père de l'extérieur. Le bonheur semblait couler de source, et la prospérité vient où elle existe déjà. La vieille maison fut nettoyée, peinte, les douves écurées, les vergers plantés. Tout prit un air aimable, et le parquet fut poli comme un tranchoir. Dans le grand salon, les soirs d'hiver, la maîtresse était assise avec toutes ses filles et tissait de la laine et du linge. Et le dimanche soir, la Bible était lue à haute voix, par le conseiller lui-même, car le bonnetier devint conseiller. Ce ne fut, il est vrai, que tout à fait sur ses vieux jours. Les enfants grandirent, et tous reçurent une bonne instruction. Mais tous n'avaient pas aussi bonne tête. Cela se voit dans toutes les familles. Et le saule était devenu un arbre superbe, qui poussait librement et qu'on ne taillait pas. C'est notre arbre généalogique, disaient les vieux. Il faut honorer cet arbre-là. Ils disaient cela aux enfants, même à ceux qui n'avaient pas de bonne tête. Et 100 ans passèrent. Vint un autre temps. Le lac était devenu un marais, et le vieux château était comme balayé. On voyait une longue rigole bordée d'un empierrement, tout ce qui restait des profondes douves. Et il y avait encore un magnifique vieil arbre aux branches pendantes. C'était l'arbre généalogique. Il était là, montrant comme un saule peut être beau quand on l'abandonne à lui-même. Il est vrai qu'au milieu de son tronc, il y avait une crevasse qui allait de la racine à la cime. Les orages l'avaient un peu tordu, et dans toutes ces fentes et crevasses, où le vent avait déposé de la terre végétale, poussaient de l'herbe et des fleurs. Surtout dans le haut d'où partaient les grandes branches. Il y avait comme un tout petit jardin suspendu de framboises et de mourons. Un tout petit cormier y avait même pris racine et sortait droit et svelte du vieux saule, qui se mirait dans le noir, lorsque le vent avait chassé la lentille d'eau dans un coin de la rigole. Un petit sentier conduisant au champ seigneurial passait tout près de là. Haut, sur la colline près des bois, d'où l'on avait une belle vue, était la nouvelle demeure, grande et superbe, avec des vitres si claires que l'on aurait cru qu'il n'y en avait pas. Le grand escalier de la porte semblait avoir des berceaux de roses et de plantes à grandes feuilles. La pelouse était aussi verte que si l'herbe avait été visitée brin par brin, matin et soir. Au salon étaient accrochés de fort beaux tableaux. Il y avait des fauteuils et des canapés couverts de soie et de velours, qui pouvaient presque marcher tout seuls sur leurs jambes, des tables à dessus de marbre poli, et des livres en maroquin à tranches dorées. Oh, c'étaient sûrement des gens riches qui habitaient là, des gens de qualité. Le baron et la baronne y habitaient. Tout cadrait bien ensemble, car ils disaient, eux aussi, chaque chose à sa place. Et c'est pourquoi toutes les peintures qui avaient été en belle place dans le vieux château étaient maintenant accrochées dans le couloir des chambres de domestiques. On y voyait un vrai fatras. Surtout de vieux portraits, l'un d'un homme en veste rose et en perruque, l'autre d'une dame en cheveux poudrés et relevés, une rose rouge à la main, et tous deux étaient pareillement entourés d'une grande couronne de branches de saule. Il y avait un grand nombre de trous ronds dans ces deux tableaux, parce que les jeunes barons tiraient toujours leurs coups d'arbalète sur ces deux vieilles gens. C'était le conseiller et la conseillère, de qui toute la famille descendait. « Mais ils ne sont pas vraiment de notre famille, » disait un des petits barons. Lui était un bonnetier et elle une gardeuse d'oie. Ils n'étaient pas comme papa et maman. Les portraits n'étaient qu'un vilain fatras, et chaque chose à sa place, disait-on. Et les arrière-grands-parents restaient dans le couloir des domestiques. Le fils du pasteur était précepteur dans la maison. Il se promenait un jour avec les petits barons et leur sœur aînée, qui avaient été récemment confirmés, et par le sentier ils descendirent au vieux saule. Et tout en marchant, la sœur composa un bouquet de fleurs des champs. Chaque chose à sa place. Et ce fut un ensemble d'une splendide beauté. En même temps, elle écoutait d'ailleurs fort bien tout ce que l'on disait, et elle aimait entendre le fils du pasteur parler des forces de la nature, et des grands hommes et des grandes dames de l'histoire. Elle avait une heureuse et saine nature, de la noblesse d'âme et de pensée, un cœur fait pour embrasser toute la création de Dieu. On s'arrêta près du vieux saule.
Le plus petit des barons aurait bien voulu se tailler une flûte. Il en avait eu déjà, prise sur d'autres saules, et le fils du pasteur cassa une branche. Oh, ne faites pas cela, dit la jeune baronne. Mais c'était fait. C'est notre fameux vieil arbre, je l'aime tant. Oui, c'est pour ça qu'on se moque de moi à la maison, mais ça m'est égal. Cet arbre a une légende. Et elle raconta tout ce que nous avons appris sur l'arbre, sur le vieux château, sur la gardeuse d'oie et le bonnetier qui s'étaient rencontrés là et avaient été les fondateurs de la noble famille de la jeune baronne. Ils n'ont pas voulu se laisser anoblir, ces deux bons vieux, dit-elle. Ils avaient pour devise chaque chose à sa place, et il leur semblait qu'ils ne seraient pas à la leur s'ils se faisaient anoblir pour de l'argent. Ce fut leur fils, mon grand-père, qui devint baron. Il paraît qu'il était très savant, que des princes et des princesses l'estimaient et l'aimaient beaucoup, et qu'il était de toutes leurs fêtes. Chez nous, c'est lui que les autres préfèrent. Mais je ne sais pourquoi, mon cœur se sent porté par le vieux couple. La vie a dû être bien tranquille et patriarcale dans le vieux château, où la maîtresse tissait avec toutes ses filles, pendant que le vieux monsieur lisait la Bible à haute voix. C'étaient des gens excellents, des sages, dit le fils du pasteur, et ils l'étaient jusque dans leur façon de parler de noblesse et de bourgeoisie. Et l'on aurait presque dit que le fils du pasteur n'appartenait pas à la bourgeoisie, à en juger d'après ce qu'il disait de la noblesse. C'est un bonheur d'être membre d'une famille qui s'est distinguée, d'avoir ainsi dans le sang comme un stimulant à monter vers le supérieur. Il est excellent de porter un nom de famille qui est une introduction dans le grand monde. Noble, cela veut dire élevé, c'est la pièce d'or sur laquelle est inscrit ce qu'elle vaut. C'est la rengaine de l'époque, et beaucoup de poètes, bien entendu, vont la colportant, que tout ce qui est noble doit être mauvais et bête, et que chez les pauvres gens, plus on descend, plus ça reluit. Mais ce n'est pas de mon avis, car cela est absurde et complètement faux. Dans les hautes classes, on rencontre beaucoup de beaux traits touchants. Ma mère m'en a conté un et je pourrais en citer d'autres. Elle était en visite dans une maison aristocratique de la ville. Je crois que ma grand-mère maternelle avait été nourrice de la grande dame. Ma mère était dans le salon avec le vieux monsieur de haute noblesse, et elle vit une vieille femme qui arrivait dans la cour avec des béquilles. Tous les dimanches, cette femme venait et on lui donnait quelque argent. Voilà cette pauvre vieille, dit le vieux monsieur. Elle a bien de la peine à marcher. Et ma mère avait à peine compris que déjà la vieille Excellence avait quitté le salon et descendu l'escalier, malgré ses 70 ans. Il était allé lui-même au-devant de la pauvre femme, pour lui épargner la montée pénible qu'elle aurait dû faire pour recevoir le secours qu'elle venait chercher. Ce n'est qu'un trait bien mince, mais de même que le denier de la veuve, il résonne du fond du cœur, du fond de la nature humaine, et c'est ce que doit viser le poète. C'est précisément à notre époque ce qu'il doit chanter, cela fait du bien, adoucit et apaise. Mais si un bout d'homme, parce qu'il est né, et qu'il a un arbre généalogique, comme les chevaux arabes, se cabre et hennit dans la rue, et dans son salon dit « Des gens de la rue sont venus ici », pour peu qu'un bourgeois y soit entré, la noblesse alors se décompose. Elle est devenue un masque de la même espèce que ceux que se faisait Thespis. Et l'on se moque du personnage que l'on abandonne à la satire. Tel fut le discours du fils du pasteur. Il était un peu long, mais la flûte était taillée. Il y avait une grande réunion au château, de nombreux hôtes des environs et de la capitale, des dames habillées avec goût et sans goût. Le grand salon plein de monde. Les pasteurs des environs se tenaient respectueusement entassés dans un coin. On aurait dit un enterrement, alors qu'on était là pour s'amuser. Seulement, l'amusement n'était pas encore en train. On devait avoir un grand concert. Aussi le petit baron avait pris sa flûte de saule, mais il ne parvenait pas à souffler dedans. Son papa n'y arrivait pas non plus. Elle ne valait donc rien. C'était de la musique et du chant, du genre de ce qui est surtout agréable pour ceux qui en font, mais joli tout de même. « Vous êtes aussi un virtuose ?» dit le cavalier qui était le chouchou de ses parents. « Vous jouez de la flûte? Vous taillez votre flûte vous-même? C'est le génie qui commande. Il siège à la droite. Parbleu, je suis de mon époque, il faut ça. N'est-ce pas? Vous allez nous enchanter tous avec ce petit instrument. » Et il lui tendit la petite flûte coupée sur le saule au bord de la rigole. Et à haute voix, il annonça que le précepteur allait gratifier la société d'un solo de flûte. On voulait se moquer de lui, c'était clair,
et le précepteur ne voulut pas jouer, bien qu'il sût le faire. Mais on insista, on l'obligea, et il finit par prendre la flûte et la porter à la bouche. C'était une drôle de flûte. Il en sortit une note aussi soutenue que celle de la locomotive à vapeur, et même beaucoup plus forte. Elle retentit dans toute la maison, dans le jardin et la forêt, à des lieues à la ronde, et avec ce bruit arriva un ouragan qui gronda « Chaque chose à sa place !» Et aussitôt le papa s'envola, comme porté par le vent, tout droit à l'étable, et le bouvier s'envola. Non, pas dans la grande salle, il ne pouvait pas venir là, mais dans la salle des domestiques, parmi les élégants laquais en bas de soie, et ces fiers gaillards furent comme perclus de gouttes, à voir qu'un si mince personnage osait se mettre à table au milieu d'eux. Et dans la haute salle, la jeune baronne vola en haut bout de la salle, où elle était digne de siéger, et le fils du pasteur s'assit à côté d'elle. Tous deux étaient là comme un couple de fiancés. Un vieux comte de la plus ancienne famille du pays ne bougea pas de sa place d'honneur, car la flûte était équitable, comme il se doit. Le spirituel cavalier qui avait provoqué le jeu de la flûte, lui qui était le chouchou de ses parents, s'enfuit parmi les poules, et ce ne fut pas le seul. À plus de 2 lieues dans la campagne, la flûte fut entendue, et de grands événements eurent lieu. Une riche famille de négociants qui était en voiture attelée de 4 chevaux fut projetée hors de la voiture et ne trouva même pas place derrière elle. 2 riches paysans qui, de nos jours, s'étaient émaciés de leurs champs de blé, furent renversés dans le fossé de boue. C'était une flûte dangereuse. Heureusement, elle se cassa dès la première note, et c'était bien. Elle revint ainsi dans la poche. Chaque chose à sa place. Le lendemain, on ne parla pas de cet incident, d'où l'expression « rentrer sa flûte ». Tout fut de nouveau dans l'ordre ancien, sauf que les 2 vieux portraits, le bonnetier et la gardeuse d'oie, étaient accrochés dans la grande salle. Le vent les y avait soufflés contre le mur, et comme un des vrais amateurs d'art déclara qu'ils étaient peints de main de maître, ils restèrent là et furent remis en état. On n'avait pas su jusqu'alors qu'ils avaient de la valeur. Et comment l'aurait-on su? Ils étaient désormais à la place d'honneur. Chaque chose à sa place. Et cela se réalise. Longue est l'éternité, plus longue que cette histoire. Fin de la lecture du conte Chaque chose à sa place. Merci de votre écoute. Je vous rends vos oreilles. Cœur avec les doigts.